Gunnar et Romain, premier podcast en français de la série Les Sopranos sur Spotify. Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de la famille Soprano. Ce podcast est un podcast familial, je suis avec mon frère Romain et on va vous présenter une série familiale. Alors Romain, dis-moi comment et quand tu as découvert les Sopranos. Alors les Sopranos, c'était pas peut-être il y a 10 ans maintenant, peut-être plus ou moins. C'était grâce à toi d'ailleurs. C'est toi qui regardais ça à la base. Je pense pas avoir regardé toutes les saisons au début. En fait, c'était par morceaux petit à petit. Et puis au fil des années, en fait, okay. J'ai tout regardé de la saison 1 à la dernière saison. Puis maintenant, je l'ai fait en boucle. Je l'ai fait en boucle. Ouais, parce que c'est une sortie quand même. C'est une série sortie en 99. Toi, t'es né en 93, donc t'étais un peu jeune. Et puis c'est vrai qu'en France, c'était pas diffusé sur les chaînes normales. Non, c'était pas diffusé au grand public. Et puis même aux États-Unis, il y avait que HBO qui le diffusait la série. Donc en réalité, il y avait, je crois, c'était presque 3 ou 4 millions de téléspectateurs en fin de compte. Donc c'est pas énorme, plus, même aux États-Unis. C'était une chaîne payante. Et en France, c'était diffusé sur une chaîne que personne regardait. En vrai, c'était diffusé sur Canal Jimmy, j'ai vu. Ah ouais, ouais, du coup, ouais. Pas grand monde pour regarder. Donc, vrai, c'est vrai qu'en France, c'est une série qui est passée complètement sous les radars, en vrai. En 99, personne n'en parlait. Et moi, je l'ai découvert aussi sur le tard, un peu plus tôt que toi, forcément. Mais moi, c'était genre vers 2005-2006, je pense. Je me souviens, j'étais au lycée et c'était vraiment vers mes dernières années de lycée, je me souviens, parce que je passais le bac à ce moment-là et je me souviens vraiment que en période de révision de bac, j'arrivais pas à réviser du tout, j'étais sur les Sopranos et j'arrivais pas à décrocher. Bon, ça m'a pas porté préjudice, mais c'était de justesse, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. En vrai, des séries comme ça, il y en a pas des masses. Et c'est vrai que c'est vraiment une série qui marque, quoi. C'est quand même fou. Et elle a trop bien vieilli, tu vois. Ça fait quoi 25 ans peut-être maintenant. Ça fait 25 ans déjà, à peu près. Ça fait 26 ans au mois de janvier, parce que c'est sorti en janvier 99. Ouais. Et ouais, c'est fou. Et dis-toi qu'aujourd'hui, il y a encore plus de gens qui regardent ça qu'à l'époque. C'est pour dire à quel point elle a trop bien vieilli, quoi. Mais ce qu'il disait Michael Imperioli, c'est qu'en fait, cette série, elle a beaucoup plus de succès aujourd'hui qu'à l'époque. Mais même si aux États-Unis, en vrai, c'était un truc de ouf, en vrai. C'est vraiment la série qui a révolutionné la série, en vrai. C'était un format jamais vu. Des épisodes comme ça, hyper longs, de 50 minutes, sans pub, sans rien. Il y avait Oz, que HBO avait sorti genre 2 ans avant. Ouais. Mais bon, c'était ultra violent, franchement, c'était pas accessible à tout le monde. Mais tu l'attribues à quoi, ça, qu'aujourd'hui, justement, ça a encore plus de succès et qu'il y a toujours un renouveau, en fait, des spectateurs, en fait. Comment tu l'expliques, ça, qu'aujourd'hui soit encore populaire? Franchement, aux États-Unis, je sais pas. En France, je pense que c'est populaire dans le sens où vraiment tout le monde était passé à côté de cette série, en vrai. Tout le monde était passé à côté de cette série. Et il y a aussi un peu le truc de... Ça traite de sujets quand même aujourd'hui. Je sais pas si tu pourrais faire exactement la même chose. C'est quand même hyper raciste. C'est hyper misogyne. C'est masculiniste. Bon, la violence, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des phases dans cette série où, même si c'est avec humour, c'est raciste et misogyne à mort. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, s'il y a encore plus de monde qui regarde aujourd'hui, c'est que tu pourrais en fait le refaire aujourd'hui, puisque ça a l'air de choquer personne, grave, en fin de compte. J'ai un pote hier, il me dit, mais en fait, c'est une série, tu vois Carmela,
90% de la série, elle est dans la cuisine, en vrai. Mais c'est vrai en plus. Alors, en fait, elle est toujours dans la maison, quoi. Elle sort presque jamais. C'est C'est vraiment une femme au foyer à l'ancienne, quoi. C'est la femme du boss, de toute façon, on la présentera, mais voilà, la femme du boss, elle ne travaille pas, donc... voilà. Non, c'est sûr, mais tu vois, elle est bizarre en fait, Carmela. Tu sais, c'est un personnage un peu particulier parce que tu vois, on dirait, tu vois, elle est pas contente, si tu veux, de comment Tony gagne sa vie, mais en même temps, tu vois, elle est contente de dépenser la thune en fait. C'est vraiment un contraste bizarre, tu vois. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, elle y voit un certain confort aussi, tu vois. Même si des fois, on verra dans la série, elle voudrait faire autre chose, tu vois. Elle voudrait avoir plus de reconnaissance, tout ça. Mais de toute façon, voilà, c'est comme ça. Ouais, elle savait dans quoi elle s'engageait dans une vie avec Tony Soprano. Non, c'est sûr. Bon, alors Donc, du coup, cet est-ce que épisode tu 1... peux... Tiens, Baron, dis-moi. Voilà. Alors déjà, présentation de la série, en vrai, ça parle de quoi? Ben, on suit les aventures de Tony Soprano, hein, dans sa vie professionnelle et sa vie familiale. On essaie de trouver un peu... En fait, la série, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Ouais. On découvre en fait un peu les deux facettes de Tony Soprano en tant que père de famille déjà et patron de cette famille criminelle, quoi. Si les gens ils veulent regarder, ils s'attendent à regarder une série comme Le Parrain ou Les Affranchis, en vrai c'est à moitié ça, et c'est même en vrai c'est pas trop ça du tout, hein. Là on parle de Tony qui essaie de jongler entre ces deux familles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on trouve pas dans les autres films en fait qu'on était fait à cette époque-là. Dans les films mafieux en général, c'est toujours le côté business, le côté famille criminelle, tout ça, la mafia. On voit pas en fait la personnalité, la vraie personnalité en fait du héros de l'histoire en fin de compte. Ses sentiments, on voit voilà. pas les coulisses. Voilà, c'est ça. On voit pas tout ce que ça implique derrière, en vrai. C'est ça. En fait, ouais, Soprano, c'est vraiment ce conflit intérieur de Tony en fait. Comment elle arrive à faire la balance entre les deux. Et c'est ça justement un peu le synopsis du truc, c'est que en fait le synopsis c'est que le gars, Tony Soprano, il essaie de jongler entre ces deux familles et ça l'amène à faire des crises d'angoisse, en vrai. Parce que il est là, il essaie de toujours être solide sur les appuis pour montrer justement à ses gars, à sa famille pro, que c'est le boss et qu'il fléchit pas. Et pareil avec sa femme et ses enfants, il faut qu'il soit le boss de sa famille à la maison, du foyer. Et c'est ça qui l'oppresse, en vrai. C'est ce qui l'amène justement à suivre une thérapie. Et sur la première scène de l'épisode, c'est ça qu'on voit. En vrai, il va voir le docteur Melfi, qui est joué par Lorraine Bracco. Et c'est comme ça que la série elle commence. Ouais, c'est exactement ça. Donc, Tony a été référé à Dr Melfi par son voisin, Dr Cusamano. De Dr Cusamano. Et donc du coup, Melfi, elle connaît déjà un peu dans quoi baigne Tony Soprano, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là pour elle. Ouais. Mais pour Tony, c'est quelque chose de gigantesque d'aller voir un psychiatre. C'est tout nouveau, c'est fou déjà, l'idée en elle-même. Voilà, c'est complètement tabou dans son métier, qui lui de toute façon il va dire qu'il est dans le traitement des déchets ou dans les trucs comme ça. mais c'est totalement, et c'est un truc, c'est un aveu de faiblesse de fou. Et en fait il se dit que si lui il parle à un psy, si les gars l'apprennent, ils vont dire que genre devant un juge il va pouvoir déballer tout et n'importe quoi, en vrai. Alors que c'est pas ça du tout. Non, mais c'est ça. Il pourrait se défendre en disant que c'est pas le cas, mais bon, personne prendra le risque, tu vois. À un moment donné, il se fera tuer pour ça, tu vois, si quelqu'un le savait. C'est inconcevable qu'un patron mafieux, tu vois, fasse ça, tu vois, c'est impossible. Mais toute cette série révolve un peu sur ce sujet-là, tu vois. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, t'en apprends plus sur le personnage. Bah, Melfi, elle a un rôle omniprésent, en vrai. Je me souviens la première fois où je l'avais vu, c'est surtout à cause des Affranchis, en vrai. Avec la femme de la femme d'Henri, ouais. Mais c'est un peu en vrai, c'est la seule personne connue du casting, en vrai. Parce que tous les gars qu'on voit,
Moi, je l'ai jamais vu, à part Melfi, hein, à part Lorraine Bracco. Non, c'est vrai, ils n'étaient pas connus plus que ça. Après, ils avaient déjà quelques films déjà Ouais. qu'ils avaient déjà fait dans le passé, mais c'était pas ouf. Tu vois, c'était des petits films un peu débutants, un peu amateurs, mais ils se connaissent tous. Tu vois, en fait, c'est un cercle assez fermé parce qu'en fait, tous ces acteurs-là, c'est des Italiens américains. Enfin, pour la plupart. Du coup, en fait, c'est un cercle très fermé et ils se connaissent à peu près tous avant que la série des Sopranos justement commence. Donc ça c'est aussi un aspect intéressant, je pense. Et il y en a pas mal. Je dis pas mal. En tout cas, il y a James Gandolfini. Je crois que tu as Steven Van Zandt qui viennent du New Jersey carrément. Ils ont grandi dans le New Jersey comme David Chase, le réalisateur. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, Perioli, il disait que lui, il est même né dans le même hôpital que David Chase. Donc en fait, ouais, c'est une espèce de point géographique en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre. Ils sont tous un peu, ils ont tous un peu la même histoire, si tu veux, au niveau culturel. C'est très intéressant, je pense. Et mais du coup, c'est mieux comme ça parce qu'en fait, eux, ils ont un peu baigné en fait dans cette atmosphère-là quand ils ont grandi. Ça aide vraiment pour leur rôle en fait qu'ils jouent dans la série. Ils se sont beaucoup inspirés de vrais gens qu'ils connaissaient en grandissant, de lieux. Ça rajoute vraiment de l'authenticité en fait à la série. Moi, je trouve ça vraiment super. Et ouais, parce que David Chase, visiblement, il avait avec sa mère, elle ressemble beaucoup à la mère de Tony Soprano en vrai. Et James Gandolfini disait la même chose. On a les mêmes mères. Donc Gandolfini, il savait où Chase voulait aller, et c'est pour ça que ça marchait de ouf. Hein. Ouais, mais c'est le personnage de la mère de Tony, Livia, c'est un personnage mais détestable. C'est peu importe ce que tu fais, tu vois, c'est impossible de lui faire plaisir, quoi. Impossible. Bon, on la verra un peu plus tard dans l'épisode. Ouais, bien sûr. Je la hais, je hais toutes les scènes avec elle en vrai. Elle me débecte. Ouais, alors on y reviendra de toute façon, il y a tellement de choses qui se passent pendant ce premier épisode, on découvre beaucoup de personnages, de nouvelles situations. Donc là on était encore sur Tony chez le docteur Melfi. Voilà, donc il vient pour des crises d'angoisse qui lui arrivent. Donc lui il sait pas vraiment pourquoi, il est là pour trouver pour essayer de chercher pourquoi ça lui arrive. Et il arrive avec beaucoup de doutes évidemment puisque lui il est pas c'est pas naturel pour lui de parler à un psychologue. C'est une ambiance. Mais il dit dans cet épisode, moi je l'ai revu cette semaine et je trouvais ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait sur ce premier épisode, Tony Soprano, il est dans la narration. En fait, dans les autres épisodes, j'ai pas souvenir de ça. Là, en fait, il décrit toute sa vie, il décrit tous les gens de son entourage et ça m'a fait bizarre. Hein. Mais il y a beaucoup de choses de ce premier pilote en fait qui sont qui sont passées en fait que pour ce pilote et après ça a changé complètement en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu revois plus dans les épisodes suivants. Exactement. Après on enchaîne avec ouais, il y a Christopher, il y a Silvio. Christopher pareil, on le découvre donc Christopher, un peu chauffeur de Tony, du coup, dans cet épisode du pilote, où il va chercher Tony pour aller au Vesuvio. Donc, on en a fait la description d'un type dans sa trentaine, hein, un peu jeune, mais un peu ambitieux, un peu flambeur. Il aime cramer sa thune. Un peu feignant aussi. Oh, beaucoup feignant d'ailleurs, hein, parce que d'ailleurs c'est marrant parce que dans cet épisode, je sais pas si tu te souviens, mais il dit qu'il était malade, tu vois, et que sa mère, elle lui a dit de rester au lit, tu vois. Moi, je trouvais ça assez rigolo, tu vois. Il avait des aigreurs, ouais. Je me dis, le mec, tu vois, il est dans la mafia et, tu vois, il est un peu malade et sa mère lui demande de rester à la maison. Ouais, je trouve ça un peu comique, tu vois. C'est un peu faiblard de sa part, un peu feignant. Après, c'est un personnage compliqué, Christopher. Lui, il est un peu en conflit entre ce qu'il voudrait faire et ce qu'il fait actuellement, en fait. Il est vraiment compliqué. Ses rêves de cinéma, ouais. Ouais, c'est ça. Et pour lui, c'est un peu la flamme et la reconnaissance, en fait. Je pense que on le voit plus tard dans cet épisode, mais... C'est la nouvelle génération à l'époque, en vrai. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est faire de l'argent vite,
monter en grade vite, tu vois, c'est un peu ça en fait. Il est à la recherche de ça assez rapidement. Et peu importe ce qu'il fait en fait, t'as l'impression qu'il a jamais assez de reconnaissance de la part de Tony ou en général, parce qu'en fait, j'ai du mal à le cerner, mais je pense qu'en fait, en général, il essaie de faire plaisir à Tony constamment en fin de compte. Je sais pas comment tu le vois. Ouais. C'est un prouveur. Il veut l'approbation, il veut l'amour de Tony. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est une relation compliquée, donc ils sont quoi? Ils sont cousins, c'est ça? Ouais, ils sont cousins éloignés ou cousins... Alors, Christopher, c'est le cousin de Carmela. Non, c'est le neveu. C'est le neveu de Carmela. Ah, voilà, c'est ça. Non, je crois. Hein. Mais Tony dit à tout le monde qu'ils sont cousins parce que bon, c'est un peu plus simple. Hein. Et donc dans cette scène, on découvre Christopher là au volant de sa Lexus. Il conduit Tony et voilà, il rencontre un gars qui leur doit de l'argent et il le tabasse. Voilà, c'est comme ça. Comme dit Tony Soprano à Lorraine Bracco, ils prennent un café ensemble. Voilà. Ils prennent un café, voilà, tout simplement. C'est ça. Et ça m'a toujours fait rigoler ça, parce que du coup, tu sais, elle le met en garde en plus. Elle lui fait tout ce que vous me dites, si ça devient criminel, moi je suis obligé de le dire à la police, tu vois. Donc du coup, il change un peu son histoire pour l'accommoder, hein, pour pas que justement elle sonne l'alerte à la police ou quoi que ce soit. Mais je crois que t'avais un truc à dire justement sur Christopher et cette histoire de voiture là. Cette histoire de... Ah, la voiture, ça c'est très intéressant ça. En fait, le personnage de Christopher, c'est intéressant parce qu'il joue un peu le chauffeur de Tony dans toutes les saisons hein, d'ailleurs. Mais lui ne conduit pas en vrai. En fait, lui il habitait toute sa vie à New York. Donc ça c'est Michael Imperioli, hein, donc l'acteur qui joue Christopher. Donc lui il habitait toute sa vie à New York en fait, pendant sa vingtaine. Et il a jamais eu besoin de conduire, mais il avait vraiment besoin de cette audition pour les Sopranos. Donc lui quand il a fait son audition, il a dit oui j'ai le permis, pas de souci, pas de problème. Donc il a vu le pilote, il a vu qu'il devait conduire, mais il y allait quand même. Ouais, parce que tu vois, il faut payer les factures quoi. C'est pas facile pour lui à ce moment-là. Il travaille. Le mec, il fait les petits films à droite à gauche, mais en réalité, il est en galère pour payer ses factures. Donc lui, il travaille à ce moment-là dans un restaurant en tant que serveur. Ok. Et en fait, il a fait ça plusieurs fois avant les Sopranos. Et voilà, donc quand le pilote arrive, lui, il lit le script et voilà, il comprend qu'il va être chauffeur, mais pour lui, ça lui pose pas de problème. Il va dire qu'il a le permis, il va dire qu'il sait conduire et il n'y a pas de souci. Le premier jour du tournage du pilote, le premier jour de sa vraie embauche, il y a une scène qui a été coupée d'ailleurs au montage malheureusement, mais il y a une scène où il doit faire une marche arrière avec Tony dans la voiture à toute vitesse. Ok. Et il y a une rangée d'arbres de chaque côté de la route. Et le producteur voulait lui dire il va falloir que tu fasses une marche arrière très rapide et il va la faire. Il va se prendre un arbre entre les deux arbres. Ah ouais, mais ça c'est du lourd ça. Les airbags sortent de la voiture. James Gandolfini, lui, bon, il est mort de rire. En fait, c'est quelqu'un de très gentil, lui. Il faisait que rigoler. Par contre, l'assistante du producteur, elle a pas rigolé du tout. Ok. Parce que quand elle a... Non, mais il a bousillé une Lexus, en vrai. Quand elle a appris que... Pardon ? Il a bousillé une Lexus direct à sa première journée, sa première scène, le gars. Ah, premier jour. Il a bousillé une voiture. À l'époque, c'était pas donné. En plus, en 99, la Lexus, elle était pas donnée. Donc il a bousillé une voiture et ils avaient le même modèle pour une autre scène. Donc il a utilisé celle-ci pour refaire une scène avec la nouvelle voiture. Et tout s'est bien passé, mais il pensait à ce moment-là en fait qu'il allait être viré en fait, qu'ils allaient changer d'avis, le dégager pour prendre un autre acteur en fait. Ouais. En termes de première journée, on peut difficilement faire pire en vrai. Alors, moi je pense que en fait c'est un sacrifice énorme en fait, parce que tu prends l'avion, tu pars faire tourner un pilote. C'est compliqué. Et là tu dégommes une voiture au premier jour de tournage, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Et en plus, t'as menti dans le sens où t'as pas le permis, en vrai. Ça aussi. C'est ça. En fait, ils l'ont tous bien pris. C'est juste, je crois, l'assistante producteur, elle a dégommé. Elle était... Ils sont amis maintenant, mais au début, ça a été très difficile pendant un certain temps. Ouais. Elle avait la rage contre lui pendant quelques jours, je pense. Parce qu'en fait, je pense que c'était elle qui était responsable en fait de trouver toutes ces infos. Et en fait, elle avait peur certainement que ça lui retombe dessus aussi. Elle a pas fait le job. Il y a mieux en effet. Et donc cette scène où Tony et Christopher justement vont
On voit Mahaffey, donc quelqu'un qui doit de l'argent à Tony. Donc ça, c'est c'est un... Comment t'appelles ça, pardon, en français un joueur, quoi. Ouais, il est addict au jeu, quoi. Ouais, c'était un joueur. C'était un joueur, un mauvais payeur, parce qu'il rembourse pas, en vrai. Donc, ils tombent sur lui, ils prennent un café, comme on dit, et après, on verra un peu plus tard, dans la suite de l'épisode, comment ça se finit. Ouais, donc, non, mais c'est une scène super intéressante. Et il y a une autre scène qui a été coupée de cette scène-là. Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, Mahaffey, en fait, quand tu le vois, il est avec une fille à côté de lui. Il y a une fille à côté de lui. Alors, je sais pas si c'est sa copine ou quoi que ce soit, tu vois. Mais Michael Imperioli, à la fin de cette scène, tu vois, après avoir tabassé Mahaffey, cette fille-là, elle regarde Christopher d'un air un peu aguicheur, tu vois. Et plus tard dans la série, plus tard dans ce même épisode, quand Christopher appelle Tony, tu verras que cette fille, elle est sur le lit de Christopher. Mais ça, tu le sais pas en vrai, parce que ça a été coupé de cette scène-là. Mais c'est lui qui l'a raconté dans un autre podcast. Et il y a plein de petits trucs comme ça par rapport à ce pilote, en fait. C'est assez intéressant. Le pilote, il y a des... Tu vois, on va voir... Sur la prochaine scène, tu vois, justement, on se retrouve chez Saint-Anis. Saint-Anis qui est le seul épisode où ça va s'appeler comme ça, parce qu'après ça va s'appeler Satrials. On est chez Saint-Anis, qui est une vraie boucherie, pour le coup, et en fait, ils sont obligés de payer le gars pour fermer, en vrai. Donc c'est pour ça que dans les épisodes suivants, ils vont faire un décor de boucherie, mais ils arrêteront de tourner chez Saint-Anis. Donc sur cette scène chez Saint-Anis, on découvre plusieurs persos très importants. On découvre Pussy, Polly, Silvio. Je crois que c'est tout. Oui, c'était et on voit dans cette scène que les vrais bras droits de ce pilote, en vrai, c'est Polly et Pussy. Et il y a Silvio qui arrive, d'on ne sait où, mais il fait pas vraiment partie de la bande. Parce que Silvio, qui est joué par Steven Van Zandt, je crois qu'il avait aussi auditionné pour le rôle de Tony Soprano. Et David, il avait fait l'audition. Et David Chase le connaissait déjà de base, et David Chase voulait que ça soit lui, Tony Soprano. Voulait que ça soit lui. HBO a pas voulu, dans le sens où c'était pas un acteur de base, c'est un musicien, et ils voulaient pas baser leur série sur un mec qui avait jamais joué. Donc, dans ce pilote, Silvio, il joue son rôle, mais c'est pas vraiment son rôle. Son vrai rôle, il apparaîtra plus tard dans la série, je pense peut-être même dès l'épisode 2. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre, je crois, au début de ce pilote, je crois, il était c'était censé être un associé, en fait, c'est ça? C'est un mec, c'est un associé, ils se connaissent, machin, et tu vois que même dans cet épisode, à un moment donné, tu vois Mido qui est la fille de Tony Soprano, qui appelle tout le temps Oncle Polly, Oncle Pussy, Oncle Silvio. Dans le premier épisode, elle l'appelle Monsieur Dante. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et donc là, ils sont en train de... Pussy il est en train d'échafauder des plans contre les frères Collard, qui sont ils sont dans le traitement des déchets aussi, et c'est des Tchèques, et en fait c'est de l'humour hyper raciste. Pour lui, c'est des Polacs, en vrai, tu vois. Ouais, à l'ancienne. C'est même pas où c'est. Pour lui, c'est des Polacs, c'est des espèces de Polacs, on sait pas ce que c'est. Mais ils sont en concurrence sur un dossier de traitement des ordures, de ramassage des déchets. Et donc, il y a Christopher qui se propose de régler cette histoire. Donc voilà, on a Christopher et Tony qui arrivent enfin au Vesuvio. Donc le Vesuvio, c'est le restaurant de l'ami d'enfance de Tony Soprano, donc Artie Bucco, et de sa femme... Charmaine Bucco, du coup. Ouais. Donc Artie, lui, il est toujours un peu réticent, on va dire. Il a un air un peu... je sais pas comment te dire, je sais pas si c'est de la naïveté ou de la gentillesse, mais
Tu vois, il est toujours gentil autour de ses mafieux, mais tu vois qu'en même temps, il en a un peu peur quand même. Il est un peu fier. Il est un peu fier de les connaître aussi. Ouais, oui, c'est vrai, en plus, ouais, il a une certaine fierté. Mais c'est bizarre, parce que t'as toujours une petite réticence, en vrai, quand tu le vois. Je sais pas si ça te fait cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'il va je crois plus long. Moi, je sais pourquoi il est réticent. Je pense savoir. Ouais. C'est parce que Charmaine, sa femme, elle lui casse la tête avec ça tout le temps. Tu penses que c'est que ça, en Elle vrai? aime pas... Franchement, Charmaine, elle est dure avec lui parce que... qu'elle aime pas trop que ce monde vienne à son restaurant. Non, mais elle veut que son business il soit clean, tu vois. Il est hors de question d'avoir quoi que ce soit d'illégal chez elle, quoi. C'est impossible. Et aussi, je me suis dit aussi, en voyant ça, on voit un peu plus tard dans la série, c'est pas hyper important, mais que Charmaine a eu une mini relation avec Tony un été. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Après, je sais pas si ça changerait quelque chose en fait, ou enfin si ça change quelque chose à la façon dont elle se comporte ou pas, tu vois. J'y ai pensé en plus à ça, mais peut-être. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, tu vois. Peut-être, tu vois, que le fait qu'elle le connaisse aussi un peu de ce côté-là, peut-être que elle en a peut-être aussi moins peur, parce que j'ai jamais l'impression qu'elle soit impressionnée en fait par ces mafieux, tu vois. Ah non, elle est pas impressionnée, c'est juste qu'elle a genre pas confiance du tout et qu'elle veut pas qu'ils fassent leur magouille chez eux, quoi. Non, mais c'est ça. Et tu sais que d'ailleurs, par rapport au pilote, quand ils ont tourné le pilote, tu sais, ils montrent l'épisode à une audience dans une salle. Et à la fin du pilote, ils demandent toujours, tu vois, quel personnage, quel est le personnage préféré, tu vois, qui c'est qui est le plus sensé, tu vois, dans l'histoire. Et ils ont tous dit que c'était ce personnage de Charmaine. Tous. Ben Charmaine, c'est la caution morale un peu ouais, c'est ça. De la série. En fait, il y a que elle qui résiste à tous ces gens de la mafia. Ouais, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est fou, tu vois. Moi, j'aurais jamais pensé que ils auraient choisi Charmaine, tu vois. Mais ouais, parce qu'en fait, on la voit pas beaucoup en vrai. On la voit pas beaucoup. Oui, bon, bref, pour revenir un peu à ce Vesuvio, le restaurant. On voit Tony qui rentre dans une autre salle du restaurant et là on voit son oncle, donc Uncle June, Uncle Junior. Ouais. On voit pour la première fois. Corrado. C'est une relation un peu compliquée avec Tony, l'oncle June. Donc c'est le vieux qui a encore soif de pouvoir ou qui croit encore en avoir beaucoup, je pense. et qui est toujours passé à côté. Ouais, qui est toujours passé à côté en fait. C'est vraiment difficile pour lui à l'accepter en fin de compte. Parce que en fait c'est l'oncle de Tony et le père de Tony c'était Johnny et Johnny c'était le plus jeune frère de Junior. C'est ça. Donc lui il avait la et Johnny il a le pouvoir avant Junior et il sent que c'est en train de lui filer parce que Tony il pourrait reprendre le flambeau, donc il se dit que il n'y arrivera jamais et ça le rend aigri en vrai. Ah mais il est très aigri hein. Lui en fait tout ce qui est nouvelle génération, tu vois, lui il s'assoit dessus, il les supporte plus. Et puis je sais pas, il l'a mal, tu vois. Lui il est jamais content. Mais dans cet épisode là, tu vois, au début dans cette première scène, tu vois, il fait encore bonne figure. Ouais, grave. Ouais, ils sont quand même contents de se voir, mais c'est bizarre parce qu'autant ils se marchent dessus, mais ils sont toujours plus ou moins contents de se voir quand même. Parce que même Tony dit dans le premier épisode, il dit je l'adore mon oncle. Ouais, c'est ça, ouais. Et il l'aime, mais ouais, c'est plus le côté boulot en fait qui pose problème que le côté famille. C'est plus le côté pro. Et donc voilà, donc cette découverte du personnage d'Uncle Junior. Donc la scène suivante, chez la mère de Tony. Voilà, la scène où Tony va voir sa maman. Qui lui apporte que tout le monde déteste pour lui offrir un lecteur de CD quoi. Radio, une espèce de radio de l'époque. Ceci dit, Nancy Marchand qui joue ce rôle, elle le joue mais trop bien parce que franchement, elle est horrible. Non mais elle est détestable. En fait, elle est jamais contente. Elle est détestable, c'est une mère ingrate, elle est toujours en train de piquer Tony.
Je sais même pas, je crois qu'elle aime pas son fils en vrai. Non, mais je crois qu'elle aime pas grand monde. Ouais, mais son fils, c'est encore pire, tu vois. Encore ne pas aimer grand monde, tu vois. Mais son fils, elle lui fait que des remarques. Elle dit, ouais, Artie, il appelle sa mère tous les jours, et machin, et ceci. Elle le pourrit, elle le tacle à longueur de journée, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, la mère de Tony, en fait, c'est ce genre de personne qui va te dire ah, tu vois, mange plus, tu vois, parce que t'as besoin de manger. Puis tu manges plus, elle dit arrête de bouffer, putain, t'es trop gros, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est. En fait, ça va jamais, quoi. Ouais, peu importe ce que tu choisis, elle va te dire le contraire de ce que t'es en train de faire, en fait. C'est ça le pire. Et elle le pourrit. D'après Tony, elle a aussi pourri son père comme ça aussi, du coup. Mais ça, ouais, de fou. Mais elle le voit pas comme ça, tu vois. Elle le voit différemment. Et donc, personnage horrible qui aura de l'importance. Oui, dans les épisodes dans la série, à venir, ouais. Et dans le rôle de Tony. Et visiblement, c'était la mère de David Chase était plus ou moins comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'il disait, ouais, dans une interview. Et je veux bien le croire parce que vu comment elle est jouée, tu peux que connaître en fait pour pouvoir donner des notes aux acteurs, tu vois, pour jouer le personnage d'une certaine façon, en fait. Faut vraiment connaître cette situation-là. Et d'ailleurs, ceux qui faisaient les auteurs en fait pour les épisodes, ils disaient que leur personnage préféré c'était Livia pour écrire les épisodes. Eux, ça leur faisait plaisir d'écrire pour ce personnage parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient lâcher les dingueries. Tu te déverses toute ta haine en vrai sur ce personnage. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça, tu vois. Mais je peux comprendre, tu vois, c'est un personnage vraiment unique dans cette série. Donc on voit que Tony il veut faire du bien, il veut que sa mère elle l'aime aussi, tu vois. Et ouais, bah carrément. Et il lui propose d'aller pas à l'hospice mais dans une résidence médicalisée, et elle est ultra réticente, elle veut rester à sa maison. Et voilà, et ça se finit comme ça. Ouais, après ouais, je pense que ça doit être compliqué pour toutes les personnes âgées, en vrai, pas que ce personnage. C'est vrai que t'imagines, tu vis toute ta vie dans un endroit, d'un seul coup on te dit ouais, faut partir dans une hospice, tu vois. Je pense que ça doit être difficile de ouf par contre. Mais pour Tony, c'est vrai que je pense que c'est encore plus compliqué parce que déjà de base elle est toujours comme ça, donc et puis en fait il a pas de répit dans cet épisode. En tant que fils italo-américain, mettre sa mère à l'hospice et tout, c'est mal vu, quoi. C'est la honte de ouf. C'est-à-dire que tu t'occupes pas de ta mère. Mais bah ouais, c'est dur. Hein. De toute façon, ces problèmes de famille là, tu vois, c'est ça qui est bien dans les Sopranos, c'est que tu peux toujours t'identifier dans une scène ou deux, tu vois. Il y a toujours quelque chose que. Mais c'est ça qui est fort, c'est la qui proximité. Qui te rattrape à ta vie, en fait. La proximité d'avoir une série sur la mafia, et tu vois qu'en fait c'est juste des hommes. Et ils ont aussi les mêmes problèmes que nous. C'est tout à fait ça. En coulisses, tu vois, dans les films comme Le Parrain, comme Les Affranchis, Casino, tu vois que le beau, tu vois que la façade. Mais derrière, c'est pathétique ce qui se passe. Ouais, bah ils sont tous humains, tu sais. De toute façon, au fil des épisodes, tu vois bien que tous dans leur vie personnelle, c'est. Ouais, ils ont les mêmes problèmes. Exactement, ils ont tous des galères de famille, avec un frère, avec une mère, avec un père, des enfants qui les rendent fous. Donc c'est ça la force de cette série aussi. C'est ça qui fait que cette série elle est vraiment unique en fait. C'est ce côté un peu humanisé en fait de la personne. C'est ça. Ouais, qui vit dans ce milieu-là, quoi. Et après vient cette scène. Cette scène du scanner. Ouais. Tu peux nous en parler un peu de cette scène du scanner ? La scène du scanner, alors il y a pas grand chose à dire, seulement que Carmela reproche à Tony ses infidélités. En fait, c'est la deuxième fois dans l'épisode où elle fait ça. Elle l'avait fait brièvement au tout début de l'épisode. Et Tony, il est un peu anxieux, et Carmela lui dit qu'il ira en enfer, contrairement à elle, parce qu'en fait, elle lui reproche de fricoter avec ses maîtresses, et lui reproche d'avoir le prêtre à la maison. Mais ouais, mais donc on est sur deux. Carmela. On est sur deux trucs totalement différents.
Et voilà, et Carmela, elle a pas les bons mots avant un scanner. Et je sais pas si tu te souviens, mais Tony va lui ressortir genre des saisons après franchement qu'elle avait été garce de dire ça. En vrai. Je sais pas si tu t'en souviens, si tu vois la scène. Non, mais si, on en reparlera. mais non, mais c'est l'ironie du truc, tu vois, parce que elle lui dit ça à lui, alors que je sais pas, elle se voit un peu, je sais pas pourquoi elle se voit un peu plus parfaite. En vrai, elle est autant coupable quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle cautionne grave. Mais elle essaie de laver ses péchés avec ça. Ouais, mais en fait, c'est bidon, tu vois. Elle essaie de faire la balance, mais ça marche pas. Ouais, Mais oui, c'est du bidon. Donc cette scène, oui, c'est tu vois qu'ils sont totalement pas du tout dans le même délire. Ensuite, il y a la scène du meurtre, le premier meurtre de la série, qui est aussi le premier meurtre on peut même pas dire meurtre, on peut dire assassinat carrément, parce que bon, c'est plus ou moins commandité, c'est plus ou moins prémédité. La scène du meurtre d'Émile Collard chez Sainte-Anise, en arrière-boutique. Voilà, si ça peut vous donner envie d'acheter un peu de charcute italienne, pourquoi pas. Petite discussion entre Chris et Émile Collard. Alors tu vois que vraiment c'est ultra raciste, parce que tu vois, et tu vois que Christopher, dans cet épisode, on dirait qu'il est un peu bête, tu vois. T'as vu que avec le prénom. Émile, il l'appelle email. Il l'appelle email et tout. Vraiment, le gars, il n'a aucun respect, tu vois. Je sais pas si. D'ailleurs, je me demande s'il le fait pas exprès en vrai. Je te jure. Je pense que c'était même pas écrit. Je crois que c'est lui qui l'a inventé ce truc. Je crois qu'il a dit email et il est là. Il dit ouais, mais République tchèque, c'est quoi? Tchéquie, c'est comme une sorte de Polac, tu vois, ça rebascule. C'est une sorte de Polac, t'as l'impression qu'il parle d'une race de chien, le gars. Aucun respect, tu vois, le mec qui crache dessus, tu vois. Et lui, il lui dit non, mais ça n'a rien à voir. Donc ouais, c'est, tu vois, il est un peu. En vrai, moi, c'est l'humour c'est l'humour qui me fait beaucoup rire. Ouais, c'est ça, là, est marrant. Mais bon, après, ceci dit, parce que j'en parlais et tout, tu vois, les Américains, tu leur dis République tchèque, Pologne. En vrai, c'est des pays frontaliers. Demande à des Français de placer la Bolivie et le Venezuela, tu vois. C'est pareil, ils savent pas, tu vois, ils vont te dire ouais, il y a de fortes chances aussi, ouais, que ce soit comme ça. Il y a de fortes chances que les gens ne savent pas ce que c'est, tu vois. Donc c'est vrai en plus. Non, mais là, c'est juste que Christopher est bête, hein, tu vois. On voit dans cette scène. Ouais, je sais pas, tu vois, moi, je me suis toujours posé la question, tu vois. Je me suis demandé plusieurs fois s'il le faisait exprès, tu vois, mais je sais pas. Honnêtement, c'est possible qu'il soit juste un peu plus con. C'est dans ce pilote, c'est possible. C'est possible. Et donc là, voilà, premier assassinat de Chris, qui se débarrasse d'Émile Collard pour régler ce problème de conflit. Voilà, Trobobo Tower, ou je sais plus comment il s'appelle, le truc. Là. Ouais, pour régler ce problème conflit de territoire, quoi. Professionnel, voilà, exactement. Donc ensuite, il abat Émile Collard devant. Alors il y a des photos de parrain dans l'arrière boutique de la boucherie. J'en reconnais qu'un, moi je reconnais Capone, mais les deux autres, je sais pas qui c'est. L'autre, c'est il y en a un que je reconnais, c'est Dean Martin, c'est le chanteur. Oh, ok, d'accord, donc c'est absolument pas un parrain. Par contre, le troisième, je sais pas. Mais ouais, c'est pas forcément c'est pas que des mafieux, les photos, mais. Ok. Mais ouais, il y en a un, c'est sûr. un sûr, les autres, je sais pas. Dean Martin, ouais, mais le troisième, je sais pas. Le dernier, c'est Capone. Mais c'est genre les deux premiers, je sais pas qui c'est, moi. Donc tu me dis qu'il y a Dean Martin, mais après le deuxième, je sais pas. Le troisième, je suis pas sûr, ouais. Le troisième, je suis pas sûr. Bon, c'est pas bien grave. Donc, mais ouais, cette scène. Ouais, du coup, ouais, premier assassinat de cette série quand même. Par Christopher. Bastos dans la cabeza, direct. C'est ça. Mais tu vois, il a un peu aguiché avec cette histoire de nouvelle génération. Tu vois, nous, on est la nouvelle génération. Faut qu'on règle ce problème. On a des intérêts communs, machin, truc et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, faut se débarrasser du corps.
Et c'est là où... Faut se débarrasser du corps, alors oui, c'est catastrophique. C'est terrible. En fait, je crois qu'il veut lancer un message, en vrai, parce qu'en fait, il appelle Poussy pour l'aider, et il veut jeter le corps dans une des bennes des frères Collard. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, Poussy lui dit, c'est pas du tout une bonne idée, en vrai. Les frères Collard, ils vont péter un câble quand ils vont voir leur neveu dans une de leurs bennes. Ouais, c'est une idée un peu con. Et là, t'as Chris qui fait une référence au parrain, quand il dit, ouais, mais c'est comme Louis Brassy, ou je sais pas, en plus, il prend pas... Luca Brasi, Louis Brassi. Ouais, mais lui, je crois qu'il dit Louis Brassy, ou il se trompe, tu vois, il est approximatif. Ouais. C'était quand ils l'ont jeté avec les poissons, et la Poussy lui dit, non, mais les deux situations... Déjà, ça l'énerve qu'il se trompe dans le prénom, en vrai. T'as l'impression qu'on parle de son père. Et il dit que les deux scènes étaient totalement différentes et que les frères Collard, ils allaient péter un câble et qu'il fallait le mettre ailleurs. Mais voilà, c'est une discussion tout à fait normale entre deux associés, quoi. On a vu Poussy s'énerver pour moins pire, en vrai. Donc en vrai, là, il était plutôt calme sur cette scène. Ouais, il était plutôt calme, mais tu vois les scènes, c'est comique. C'est comique, les gars, ils sont là, ils sont en train de discuter du parrain alors qu'ils viennent d'exécuter un gars qui veulent le cacher. C'est ce qu'on aime dans Les Sopranos. Mais il y a beaucoup de trucs comiques comme ça dans cette série. C'est ça que j'aime bien. Mais la série, tu sais pas. La série, tu sais pas si elle est comique, si elle est dramatique. Ça joue et c'est les deux en même temps, des fois. Non, mais je pense que c'est ça, en fait. C'est la balance entre les deux. C'est exactement ça. Il y a un peu de tout dans cette série. Moi, je parlais de cette série à des gens et ils me disent « Ah, mais c'est la violence, c'est le truc. » Mais en fait, si tu l'as pas regardé, la série, tu peux pas comprendre. Mais c'est pas que de la violence. D'ailleurs, de la violence dans cette série, il y en a, certes, mais pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment sur des gros trucs. Il y a pas du tout de violence, en vrai. Il y a des épisodes, c'est que des histoires de famille, il y a zéro violence. Bon, il y a des trucs moralement pas ouf, tu vois, il y a beaucoup d'adultère, je te dis, il y a du racisme, mais la violence, il n'y en a pas toujours. Hein. Ouais, mais il y a des épisodes où il se passe rien de violent, ça c'est sûr. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe après ça ? C'était retour au Bing, c'est ça ? Non, après, Tony fait une deuxième crise de panique quand ils font la visite de la maison quand ils sont à Green Grove. Il fait sa mère est imbuvable. Et je pense que ça lui monte au cerveau et il déconnecte. Il fait un malaise. Donc deuxième malaise. Oui, ça c'est quand elle voit les lits d'hôpitaux là. C'est ça. Quand en fait elle lui dit c'est la partie médicalisée et ça lui fait péter un câble à Livia. Et donc, ça parce qu'en fait, c'est un peu caché en vrai, cette partie de l'hospice. Après, je connais pas les maisons de retraite, mais je crois que c'est comme ça. En vrai, je crois que t'as des comment ça s'appelle, des parties genre médicalisées pour les gens qui ont Alzheimer et tout. Je crois que c'est comme ça. C'est possible, ouais. Ouais, du coup, de toute façon, tu peux pas lui faire plaisir. De toute façon, tu le vois. Peu importe l'endroit, elle aurait jamais été contente de toute manière. Mais du coup, ouais. Elle lui prend la tête, quoi. Elle lui prend la tête dès qu'elle voit cette partie médicale. Ouais, elle s'emballe, elle s'énerve. Puis Tony, lui, il lui demande de se calmer. Je crois qu'il est essoufflé, d'ailleurs. Je crois, il me semble qu'il en peut plus, tu vois. Il fait une très belle chute. Une très bon moment d'acting. Il s'effondre. Donc, suite à ça, il commence à prendre les antidépresseurs. Oui, on le met sous Prozac, du coup. Donc, Dr. Melfi lui prescrit du Prozac. C'est un peu placebo chez lui, le Prozac. Parce qu'en réalité... parce que les effets... Ça lui fait, les effets, apparemment, du Prozac, ce qu'a dit Melfi plus tard dans l'épisode, elle dit que c'est des semaines après, ça sera pas de suite. Ouais, c'est pas tout de suite. Et elle lui dit que en fait, c'est ce qui lui fait du bien, c'est les séances qu'ils font ensemble. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il a du mal à y croire, tu vois. Je pense pour lui, il y croit pas du tout. Je sais pas. Parce que, tu sais, d'un côté, tu vois, je pense ou alors il veut y croire, mais tu le vois, il a jamais l'air convaincu, en fait. C'est ça le problème. Il est pas convaincu, mais dans la scène suivante, il revient quand même chez Melfi, tu vois. Il revient quand même chez Melfi. Ça parle
Ça parle carrément de dépression, parce que Melfi lui demande est-ce qu'il se sent déprimé, machin. Et il veut pas répondre à ça, tu vois. Pour lui, c'est un aveu de faiblesse. C'est la honte. Il esquive de ouf et il préfère parler de choses un peu futiles avec Melfi. Genre, il lui demande d'où elle vient, tu vois. D'où elle vient, de quelle région viennent ses... voilà, elle lui dit Caserta et lui, il dit qu'il vient d'Avellino et que sa mère aurait été très heureuse qu'ils soient ensemble. Moi, j'aime bien en fait. Tu vois, j'aime bien les scènes avec du cabinet de Dr. Melfi parce qu'en fait, tu vois, Tony, il parle. Et tu sais, à chaque fois qu'il dit un truc comme ça, Dr. Melfi, ça laisse toujours un espèce de blanc. Tu vois, c'est super inconfortable. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? Lui, il a un sourire un peu niais, tu vois. Et je sais pas, il y a toujours des silences qui s'installent. Je trouve ça toujours assez comique. Lui, il est grave dans la séduction avec elle. Il est carrément, il est carrément sous le charme. Et voilà, elle veut juste faire son boulot. Bon, elle est un peu excitée dans le sens où c'est un profil assez particulier, tu vois. Mais ouais. Ouais, c'est ça. C'est grave gênant. Ouais, mais c'est toujours intéressant ces scènes-là avec le docteur Melfi. Elle le joue vraiment bien. Et dans cette scène-là où il parle de Gary Cooper, tout ça, c'était la scène où David Chase a fait les auditions. Ah, c'était cette scène-là? Ouais, cette scène-là où les gens ils ont été castés, ouais. D'accord. Ah, d'ailleurs, ouais, Melfi, le docteur Melfi, je crois ils avaient 2 ou 3 personnes pour le casting. Mais de base, Lorraine Bracco. Ouais, vas-y. Hein? Vas-y. Non, je disais Lorraine Bracco, c'était pas la première pour ce rôle. Je crois que David Chase voulait Lorraine Bracco pour le rôle de Carmela à la base. Ouais, c'est ça. C'était Eddie Falco qui avait fait l'audition pour Melfi et Lorraine Bracco, elle a fait l'audition pour Carmela. Mais elle, ça l'intéressait pas. Tu vois, Lorraine Bracco, elle avait déjà fait, on l'avait dit plus tôt, elle avait déjà fait la femme d'un gangster. Donc elle se voyait pas refaire ça. Donc elle voulait faire autre chose. Et ça aurait, tu vois, si tu y penses, tu vois, ça aurait donné une série complètement, je sais pas, avec une atmosphère vraiment différente. Ouais, c'est carrément là. Mais ouais, c'est bizarre. Comment tu veux changer quelque chose dans cette série? C'est pas possible. Tout est parfait. Non, mais c'est ça. Tu peux pas l'imaginer autrement. C'est ça. Tony Soprano, pareil. Je sais plus. Ah, je me souviens plus du nom de l'acteur qui jouait Jackie April senior. Ah, Jackie April senior. Je sais plus, mais il avait auditionné aussi pour le rôle de Tony Soprano. Ouais, c'était Michael Rispoli, c'est ça. Ouais, lui, il avait auditionné pour Tony. Ouais, mais il y avait grave de monde qui avait auditionné pour le rôle de Tony Soprano. Il y avait pas mal de... Bah, tu sais que Steven Vincent avait aussi fait le casting. Hein. Et oui, c'est pour ça que David Chase voulait que ça soit lui et que HBO voulait pas parce qu'il avait pas de référence en tant qu'acteur. Mais apparemment le James Gandolfini, son nom est arrivé sur le tard. C'est la directrice des castings qui avait... ils n'arrivaient pas à trouver leur Tony Soprano et la directrice des castings avait vu son rôle dans True Romance. Ah ouais. Son espèce de rôle de d'homme de main. Et d'accord. En fait, et James Gandolfini apparemment s'est présenté au casting parce qu'on lui a demandé. Et il fait une presta, James Gandolfini, il aime pas du tout ce qu'il fait, tu vois. Il aime pas du tout. Il leur dit, apparemment, il se barre en pleine scène de casting et il dit, oh, vas-y, je reviens demain et tout. Là, je suis pas dedans, j'y arrive pas et tout. Et apparemment, il avait pété un câble parce qu'il aimait pas du tout ce qu'il faisait. Je savais pas ça. Je savais pas qu'il était pas content comme ça de ce qu'il faisait. Et ensuite, on arrive sur quoi là? Là, on est sur le Bing avec Chris. On est sur le Bing, ouais. Et Ash. Ouais, on découvre Ash, un vieil ami du père de Tony, un associé du père de Tony. Je crois que c'est McAfee qu'on a vu au tout début là, l'espèce de joueur invétéré. Ouais, je crois qu'il doit, c'est de l'argent pour Ash. Je crois qu'il doit de l'argent à Ash. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc, ils échafaudent un plan pour escroquer des mutuelles, machin, pour que McAfee puisse le rembourser. Ouais, parce que McAfee, lui, il travaille dans le médical.
Et c'est ça. c'est soit ils le font disparaître, soit ils montent une espèce d'arnaque médicale en fin de compte. Ils font des faux dossiers, des faux clients, des faux dossiers d'assurance. Puis en fin de compte, c'est ce qu'ils ont choisi de faire dans cet épisode. Mais c'est vrai, je reviens dessus, mais c'est vrai qu'on est sur un lieu iconique des Sopranos, c'est le Bing. C'est tenu par Silvio Dante. Très bel établissement. Non, je plaisante. Très bel établissement. Mais c'est vrai que c'est un lieu culte, en vrai. Ouais, c'est vrai. En plus, je l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que le Bing, c'est un point central. Hein. C'est le QG, de toute façon. C'est leur QG à eux. C'est ça. C'est le Bing. C'est les bureaux. C'est surtout l'arrière salle du Bing, en vrai. Là où vraiment, c'est le bureau. C'est là où ils échafaudent tous leurs plans. Le Bing, tu sais que c'est intéressant. Il y a pas mal de trucs intéressants sur le Bing par rapport à ce pilote. Hein. C'est-à-dire ? À la base, ça devait s'appeler le final lap, tu vois, le dernier tour. Ok. Et les stripteaseuses, elles n'étaient pas censées être nues non plus. Ok. Et la raison, c'est parce que c'est une raison légale en plus. Parce qu'au New Jersey, si ton établissement sert de l'alcool, les danseuses peuvent pas être nues en fait. D'accord, ok. Mais ils ont changé ça, assez rapidement, je pense, avant le pilote. Mais c'est marrant toutes ces infos, tu vois, que tu peux trouver, qui sont disponibles maintenant, tu vois, c'est fou. Et donc là, on se retrouve aussi, après cette scène du Bing, on se retrouve au cabinet du Dr Melfi, mais Tony Soprano est absent, donc il sèche sa 3e séance pour je ne sais quelle raison. Ouais, je pense qu'il y croit pas. Hein. Ouais, je crois qu'il est un peu... Il se dit qu'il va mieux à cause des antidépresseurs, donc je crois qu'il voit pas la nécessité de revenir. Pour lui, ça y est, problème est réglé, on va de l'avant, on retourne au boulot, et on s'occupe des choses sérieuses. Je crois que c'est ça. Donc après, on est sur la scène où Charmaine et Artie s'embrouillent à cause des billets que Tony a voulu donner à Artie pour qu'il puisse partir en vacances dans une croisière caribéenne, ce qui donne très envie d'ailleurs, pendant 2 semaines. Et en fait, le plan, c'était que Artie et Charmaine partent pour qu'ils ferment le Vesuvio, pour que Junior ne puisse pas tuer Pussy Malanga dans ce resto. Voilà, c'était ça. Il voulait... Malanga, l'histoire avec Malanga, c'est encore une histoire où Junior, en fait, tu vois, il a toujours la haine, en fait. Mais pourquoi ? Moi, en vrai, je sais même pas pourquoi il a la haine. Et en fait, je te jure, c'est une histoire trop con. C'est parce que lui et Malanga, quand ils étaient jeunes, enfin, un peu plus jeunes, ils avaient fait un braquage dans une grosse enseigne, genre supermarché, tu vois. Apparemment, quand ils ont distribué le butin, en fait, Junior, il a l'impression de se faire entuber à ce moment-là. Il a l'impression que Malanga a gardé un peu plus d'argent pour lui. Et depuis ce jour-là, en fait, il a gardé la rage contre ce mec. Mais Malanga, il a aussi une position dans la famille qui fait qu'il aurait droit aussi à de l'argent, tu vois, qui vient du business de cette famille-là. Donc en fait, ça emmerde Junior. Donc Junior, il veut juste le faire disparaître. En fait, il a vraiment la rage contre ce mec. Junior, depuis il a la rage contre tout le monde. Il est hyper rancunier. Faut qu'il se calme, le papier là. Donc voilà, ouais, on est sur. C'est pour ça que Tony veut que Artie et Charmaine s'en aillent pour contrecarrer les plans de Junior. La scène du pont et du. La scène du pont et du camion de glace. Ouais. Alors t'as Pussy et Ash qui c'est quoi, c'est McAfee, c'est ça? Non, Mahaffey, pardon. Mahaffey, voilà, qui leur présente le plan de l'arnaque à l'assurance. Ils veulent que Mahaffey déclare des fausses consultations ou des faux scanners pour qu'il puisse récupérer un peu l'oseille. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Si déjà il a une jambe pétée, le gars. Voilà, s'il veut continuer sa petite vie, il va falloir coopérer. Clairement, il y a des. Moi, j'aime bien ces petites phrases, ces petites menaces là qui. Ash qui lui dit bon, tu veux aller te balader sur les rochers. Moi, j'y vais des fois, ça me fait du bien. Moi, vraiment, le balader sur les rochers pour aller réfléchir. Apparemment, c'est
Apparemment, Ouais, j'aime bien. Non, mais ce que j'aime bien, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait ah non mais j'ai les béquilles, tu vois. Et je crois que c'est Poussé qui dit non mais on va t'aider, ouais, t'inquiète, tu vois. Ouais, ça m'a toujours fait rigoler. On peut, non mais c'est de la façon dont il parle, tu vois. Il y a aucune agressivité. Mais tu vois dans très la bien où façon il de veut en parler. venir. Mais il y a tellement de violence en Tu fait mets une derrière. pression max. Donc du coup, c'est bah, il Murphy, accepte. quoi, Et, du coup, ouais, en vrai, il voit que le camion de glace est parti. Il y a plus personne. Il se retrouve avec les deux loustiques là. Ouais, bon, Ouais, parce que là, ils sont en haut d'un pont avec une espèce de rivière avec des rochers en bas. Là, tu il est tombes, pas à serein, mon quoi. avis, tu t'en reviens pas. Ouais, non, Donc là, ma terminé. fille, Ouais, du coup, ouais, il accepte les termes, quoi. De toute façon, en vrai, il a pas trop le choix. C'est soit ça, soit c'est la balade, soit c'est la balade Bah, sur les rochers. on sait très La bien ce qui balade va se sur les passer rochers, on après, sait très bien ce que ça veut dire. Alors après, Et après, du coup, on se retrouve sur cette scène avec la la scène du resto, c'est ça? où Tony, déjà on voit Adriana, la serva, qui en fait, je sais pas si sur ce pilote, elle est vraiment dans son rôle ou Alors, Michael Imperioli, même lui en podcast, il confirme Ok, qu'il bon, ne sait personne pas. ne sait. Il en a aucune idée si à ce moment-là elle était déjà ouais, voilà, en Adriana ou fait, pas. on sait pas ce qu'elle est. Tu vois. Ouais, c'est un pilote, donc du coup peut-être qu'elle était même juste un extra en fait, Ouais, un figurant, peut-être, pardon. ouais, peut-être, mais je crois que Drea De Matteo qui joue le rôle en avait parlé dans The Wise Guy sur HBO, mais je sais plus ce qu'elle en dit, c'est un peu flou en vrai. Ouais, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné on va Ouais. finir par trouver cette info. Donc ouais, il y a cette scène où voir. il croise Melfi après qu'il ait séché sa séance et il lui dit que sa déco d'intérieur est parfaite. Enfin bon, il parle en message codé. C'est pour lui dire que les Prozac ça lui fait du bien quoi. Ouais, c'est assez marrant cette rencontre là entre patient docteur là, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est une conversation bizarre. C'est quoi, le restaurant est blindé. Je crois que c'est Melfi. Alors, j'ai pas le nom du gars, je me souviens pas de son nom. Non, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est un psychanalyste aussi. C'est un confrère. Ouais, bah ils attendent pour une table. Du coup, le restaurant est blindé, donc on leur dit il va falloir attendre. Voilà, on sait pas combien de temps ça va prendre. Tony passe par là. Et ouais. Avec sa baguette magique. Et évidemment, il leur trouve une table. Il débloque la situation. Quel homme. Pour dîner. Ouais, il débloque très très vite, ouais. Et donc la scène s'arrête sur ça. Et genre la scène suivante, ça se passe le lendemain et il vient avec sa femme. Et là le responsable de salle, il a une phrase qui me fume parce qu'en fait la veille, Tony était venu avec sa maîtresse et le lendemain, il vient avec Carmela et le gars lui dit Monsieur Soprano, ça fait des mois qu'on vous avait pas vu. Elle l'a couvert de ouf, hein. Mais tu sais que c'est marrant parce que ça, j'y avais même pas pensé en plus. Mais c'est génial. C'est subtil en fait. J'avais même pas calculé, tu vois. Maintenant que tu me le dis, ça me revient, tu vois. J'ai la scène en tête, je me dis ah mais ouais, putain, elle l'a couvert de ouf. Mais la série, en vrai, elle est super bien écrite. Les dialogues, tout est millimétré en vrai. Tu sais, c'est ce genre de détail, c'est vrai que c'est fou quand même. Ça va loin. En plus, c'est pour un pilote, quoi. Je te dis, ils l'ont super bien écrit. Donc c'est à cette soirée que Tony annonce à Carmela qui suit une thérapie et qui prend des antidépresseurs et elle est très heureuse de ça parce qu'elle se dit waouh, Tony qui fait ça, c'est un truc de ouf. Ben ouais, mais en fait elle se rend pas compte en fait du danger. Enfin peut-être qu'elle se rend compte, mais en tout cas on se rend pas compte tout de suite dans cette scène-là parce qu'elle est vraiment juste folle de joie quoi. Alors que c'est quand même un danger de fou. D'ailleurs Tony va lui dire, il fait ah mais il y a que toi qui sais. Si ça venait à se savoir, tu vois, moi j'ai une balle derrière la tête, machin. Mais il a beaucoup de confiance en Carmela. Tony. Ouais, mais tu vois, ça m'a toujours impressionné cette scène parce que autant il a confiance, autant je sais pas. Tu vois, Carmela, je la sens pas des fois. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle parle à trop de monde. Je sais pas comment t'expliquer, si tu veux. Je sais pas. J'ai un ressenti bizarre. Mais je crois que sur ça, elle comprend que Tony il peut jouer sa vie. Ouais, en fait, après, parce qu'il lui rappelle, tu vois, voilà. Mais ouais, elle est contente. Elle est contente. Après, il lui dit pas non plus que Dr. Melfi, exactement. c'est une femme. Il dit mon thérapeute, il dit pas ma thérapeute.
Exactement. Ouais. En plus, il aurait pu la corriger en plus, parce que Carmela, il fait. À Est-ce que ton tu lui as thérapeute, dit ouais. Et Tony, au lieu de te corriger, il dit oui, Ouais. je lui ai dit. Alors qu'il aurait pu lui dire que c'est une femme. D'ailleurs, Il il aurait aurait dû dû lui dire tout de suite. Je pense que ça lui aurait. Ça Parce lui que- aurait débarrassé d'un souci Parce que futur. évidemment, elle le saura, mais sur le coup, il se dit que si je dis que c'est une femme et tout, elle va se dire pourquoi il lui parle à elle et pas à moi. Enfin voilà, en fait, il esquive un peu le sujet. Ouais, il y aurait eu de la jalousie. Ouais. Mais bon, voilà, il aurait dû clairement lui dire. Il n'a pas été franc jeu sur le coup. Scène. Ouais, mais c'est un petit détail encore. Exactement. Bon, scène suivante, on voit que Pussy Malanga sort de prison. Et c'est peut-être à ce moment-là que je crois que c'est Chris qui appelle Tony. C'est ce que tu disais au début, là. C'est ça. Donc Chris, lui, a fini sa petite soirée avec sa nouvelle copine, là. Et il voit les infos, et il voit que, voilà, Pussy Malanga vient de sortir de prison, et qu'il faut se grouiller pour trouver une solution. Parce que Junior, son plan, c'est quand même de le tuer au Vesuvio. Donc, va falloir s'activer à trouver une solution. Donc, la solution... Et donc, ouais, bon, Christopher, voilà, donc Christopher, en gros, ce qu'il dit à Tony, c'est ouais, faut aller faire sauter le restaurant. Quoi. Ouais. C'est ça le but pour que Artie dégage le resto. Là, je me rends compte qu'en vrai, Christopher, là, il est hyper proactif sur le dossier. C'est bien, tu vois, il est... Ouais, il a des moments il a des moments vifs. On verra au fil des épisodes que c'est pas tout le temps le cas et que, voilà, faut profiter de ce Christopher-là qui est... ouais, il a du potentiel. Il a du potentiel. Et donc, le problème, enfin, pour régler le problème de Pussy Malanga, c'est donc Silvio qui va aller craquer l'allumette au Vesuvio. Donc, ils vont faire brûler le resto. Et moi, cette scène, elle me fait tellement penser à la scène des affranchis. J'ai l'impression de voir la même scène. Même si visuellement, c'est pas du tout pareil. Mais pour moi, c'est exactement ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois, en fait, ouais, pour ceux qui connaissent la scène dans Les Affranchis, c'est vrai que c'est un petit rappel, en fait, cette scène. Mais dans ce premier épisode, il y a beaucoup de rappels sur Les Affranchis et sur le parrain. Mais d'ailleurs, ça encore une petite anecdote comme ça vite fait, mais David Chase, il a eu le déclic de faire Les Sopranos après avoir regardé Les Affranchis. C'est pareil, c'est Imperioli qui disait ça dans un podcast, et il disait que, ouais, à partir de ce moment-là, quand il a vu Les Affranchis, ça a été un déclic pour lui de vouloir faire Les Sopranos. Donc il y a pas mal de références comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu retrouves beaucoup d'acteurs des Affranchis dans cette série aussi. Grave. Bah, d'ailleurs, Michael Imperioli avait fait le rôle de Spider que tout le monde connaît, en vrai, même si c'était un petit rôle, mais tout le monde connaît ce rôle, et qu'il avait dit à Tommy DeVito d'aller se faire foutre. Non, mais tu sais que ça a dû être dur pour lui, parce qu'il joue un serveur qui se fait cracher dessus par Tommy dans ce film, et après qu'il a fait le tournage des Affranchis, lui il repart travailler dans un restaurant. Non, maintenant t'imagines des clients qui connaissent le film. Il a dû se faire vanner de ouf en fait. Tu vois. Il a dû prendre j'espère qu'il a pris autant de pourboire que De Niro lui avait donné dans le film. Ouais, c'est vrai, ouais. Je pense que les gens en général si c'est des fans, ils sont bienveillants de toute façon. Et donc ensuite, ouais, voilà, Silvio il craque l'allumette, c'est bon, voilà, le resto d'Artie, il y en a plus, le Vesuvio, il est fermé, et c'est là où on vient à la scène d'anniversaire d'Anthony Junior, qui avait été reportée parce que Tony avait fait un malaise. Oui. Voilà, série masculiniste, tous les mecs sont autour du barbecue, voilà. Bon, en même temps, ça, c'est leur point, c'est vraiment leur point, comment on disait en français. C'est le royaume de la central. Saucisse. Mais clairement, mais dans la série, c'est que ça. C'est Carmela à la cuisine et les mecs au barbecue. C'est récurrent. Ouais. C'est ça. C'est récurrent. Et donc, tu vois Artie qui chouine. Bon, je comprends, hein, mais il est toujours en train de chouiner en même temps, celui-là. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a une scène où il y a Chris qui se met à l'écart parce qu'il se sent un peu dévalorisé, parce que Tony ne lui montre pas ne le félicite pas. Et
Et c'est là où Chris il dit qu'il pourrait vendre sa vie au cinéma. Et là, ça fait péter les plombs Tony. Et dans le script de cette scène, David Chase avait dit que Tony mettait une petite tape à Christopher, genre derrière la tête, en mode vas-y, arrête tes conneries. Et dans la vraie scène, Tony, il l'attrape, il a la haine dans les yeux. Il l'a soulevé. Il l'a soulevé. Et c'est ça l'interprétation de Gandolfini. Ce qu'il disait dans ces scènes où il devait justement être mauvais. En fait, il disait qu'il dormait, il se forçait à dormir la veille, genre 2-3 heures, pour être vraiment au max, pour être méga tendu. Il disait aussi qu'il mettait toute la journée un caillou dans sa chaussure pour que ça l'irrite aussi. Des petits tips d'acteur. Ouais, mais ça c'est ouf, tu vois. Gars, rien que de penser à cette idée, c'est des trucs de cinéma, c'est pas con, des frères Lumière. Mais ça marche. Ouais, non, mais c'est à l'ancienne. Donc, mais ça marche bien. Donc voilà, très belle acting il est trop fort. de James Gandolfini. Après, il nous manque deux personnages très intéressants qui sont encore sur la route. Et c'est carrément la dernière scène. Et j'aime beaucoup cette scène. Vas-y, je te laisse en parler. Ah, mais ça, c'est la scène avec Uncle Junior et Livia, la mère de Tony, qui sont sur la route justement pour aller à cet anniversaire du petit Anthony Soprano, Anthony Junior. Et Junior mécontent de ce qui est en train de se passer avec Tony, qui se plaint que voilà, Tony lui met des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Cette génération de mafieux, enfin c'est plus ce que c'était, quoi, tu vois, il y a plus d'honneur comme à l'époque, machin, et que faut que quelque chose soit fait par rapport à Tony. Ouais, c'est beaucoup de non-dits. Ouais, c'est beaucoup de, ouais, c'est subtil, tu vois, mais je me demande vraiment, tu vois, si à ce moment-là, est-ce que Junior veut vraiment faire passer le message que Tony, tu vois, doit être assassiné ou autre chose, tu vois. En fait, c'est là où je bloque, tu vois. J'ai du mal à interpréter ce qu'il veut dire, en fait. Moi, je pense quelque chose doit être fait. Je pense qu'il veut exactement. Ouais, parce qu'il la regarde, tu vois, il fait du coin de l'œil, tu vois, il regarde Livia en conduisant. Une fois qu'il a dit cette phrase, tu vois, il regarde Livia. Il se passe quelque chose. Mais Livia, à ce moment-là, tu vois, elle répond même pas, en fait. Je sais même plus si elle répond. Mais non, mais elle répond pas. Elle est un peu limite. Elle a les larmes qui montent, on dirait. Tu vois, elle est agacée déjà parce que Junior, de ce que Junior vient de lui dire, il lui parle des homosexuels, du monde qui va à volo, machin. Ah ouais. Donc ça la dégoûte clairement. Ouais, ouais. Et ouais, c'est ce truc, ouais, genre la nouvelle génération, ils font n'importe quoi. Il faut s'en occuper. Il faut faire quelque chose, comme il dit. Ouais, mais en vrai, sur cette scène-là, en fait, il calcule trop bien ce qu'il est en train de faire. Bien sûr. En fait, il sait exactement quoi lui dire pour l'énerver, tu vois. C'est ouf. Il a fait monter dans les tours et après, il passe son message. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on n'aura pas la réponse de Livia à ce moment-là. Non, mais à ce moment-là, on l'aura pas. Je pense Junior, il sait ce qu'il dit, en tout cas. Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal avec ça. Je me dis, merde, quand même. Tu vois, il s'aime bien quand même, malgré tout, tu vois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'assassiner ton neveu, tu vois, pour ça? Je sais pas, je trouve ça... le problème, c'est que dans sa tête, lui, s'il le fait pas, il sera jamais boss de la famille. Ah, t'imagines l'orgueil, quand même. Ah ouais, mais après, c'est... Après, ouais, c'est le milieu, tu vois. C'est comme ça, c'est le game. Hein. Je comprends. C'est dur. C'est le game, mais là c'est de la famille, tu vois. C'est là où ça coince pour moi. Tu vois, c'est pas juste des associés, tu vois. C'est vraiment la famille proche. C'est le fils de son frère, voilà, c'est son neveu. C'est chaud, quand même. Il ne serait pas un petit peu carriériste, le Junior, là? Ouais. Ça, on va découvrir ça. On va voir ça encore dans d'autres épisodes qui vont venir, là. C'est ça. Et donc ça va se développer, là. On finit l'épisode sur... on est sur la fin de cet épisode. C'est ça. Avec belle présentation de tous les personnages. Il en reste encore à décrypter. Mais on a vu pas mal de lieux importants. La maison des Sopranos. On n'a pas parlé des canards, mais on en parlera la fois
la fois d'après. Ouais. La fois d'après, non, Ouais. au deuxième. De toute façon, les canards, ça va être mis sur le tapis plusieurs fois dans plusieurs épisodes. C'est ça. C'est symbolique, c'est très symbolique. Donc en vrai, il y a beaucoup de trucs autour de ces canards. Donc on va en parler, il n'y a pas de souci. Parce que il va continuer à en parler à Melfi plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses à en dire de toute façon parce que c'est symbolique. Et c'est à chacun de l'interpréter un peu comme il veut. Mais ouais, c'est un sujet aussi intéressant. Ouais, on va faire un podcast hors série sur chasse-pêche sur les canards. Voilà. On aura longuement le temps d'en C'est parler. ça, quand on aura fini, on passera au canard. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'était un bon premier épisode. Demande un peu d'indulgence aussi. C'est le premier podcast. On n'est pas rodé. Ça va venir tout doucement. On espère quand même que ça vous fait plaisir. Ouais, on espère que, on va continuer à faire l'idée est ces bonne. épisodes. Et puis, Le but, c'est quoi pour toi justement par rapport à ce moi, podcast? en vrai, il n'y a pas de but. Le but, c'est déjà, toi et moi, de kiffer, de faire ça. Parce que je trouve que l'idée est sympa. Et puis, moi, j'adore parler de Soprano. Voilà. Je peux en parler pendant des heures. Tu vois, là, on C'est vrai est parlé. qu'il y a beaucoup de choses à en dire aussi. Pendant une heure, presque 1h30 sur un épisode. Moi, il n'y a pas vraiment de but. Voilà. Si vous voulez aller sur l'Instagram, c'est The Bings Office. De toute façon, moi, je mettrai les liens sur Spotify Ok. pour ces pages-là. Plus tard, j'avais pensé, tu me dis ce que tu en penses. Plus tard, je pensais peut-être mettre une boîte mail où Ouais. les gens peuvent envoyer des questions par rapport à cette série. On pourrait y Ouais, répondre. et même carrément intervenir et tout. S'il y a des gens qui veulent discuter avec nous, ça sera avec un grand plaisir d'avoir des avis divers et variés. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment un truc, tu vois, où il y a des perspectives différentes en fait. C'est fou cette série. Tu peux parler à 15 personnes et les 15 auront un point de vue différent. Ouais, et C'est puis- ça que j'aime beaucoup. Et puis en vrai, tu vois, il y a aucune. On est peut-être même pas les mieux placés pour en parler. Il y a sûrement des gens qui connaissent carrément mieux que nous. Mais nous, en fait, voilà, on le fait avec sincérité et authenticité. Moi, les Sopranos, je les ai vus, la série, j'ai dû la voir 6-7 fois. Alors, des fois en la regardant sérieusement et des fois en la regardant pas sérieusement du tout, tu vois. Mais comme je dis toujours, hein, c'est Tony, Paulie, Silvio, c'est les tontons. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Tu les vois Clairement, un peu comme ça en fait au on fil sait- des mais années. en fait, Tu les connais tellement. C'est presque un mais confort en c'est fait de hyper les voir rassurant, tu vois. à la télé quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis Ok, assez d'accord. bon, Je suis assez ben, d'accord. on se voit la semaine prochaine pour le second épisode. Ouais, on va essayer de faire ça une fois par semaine. Donc je pense pouvoir les sortir les lundis si tout se passe bien. Ouais, si tout se non, passe bien sûr. parce que on sait jamais. Mais le but ce Déjà, serait de le les but, c'est de sortir se faire les kiffer, lundis. et puis après, si les gens veulent écouter, c'est top. C'est le but principal. Bon on vous remercie beaucoup d'être resté avec nous pendant presque 1h30 pour ce premier podcast. C'était super sympa. Puis on se retrouve la semaine prochaine.